Biblion Watata. Fable cosmogonique d'un univers utopique et possible. Avant-propos. Tout commence ici, aux portes d'une nouvelle ère, celle qui se naît de l'intérieur, celle qui provient de l'âme et de ses individus, celle qui nous propose dès maintenant un éclatement de notre monde. Cet éclatement fera scintiller la multitude de micromondes, comme une voie lactée de multiples consciences, de multiples dieux, d'imaginaires infinis. Car ces mots qui vous parviennent n'ont qu'un but, celui de vous proposer une possible fable spirituelle à la fois unique et multiple, personnelle et partageable, complète dans son sens, mais si pauvre sans le respect et la compréhension de l'autre. En d'autres termes, personne ne se trouvera plus libre que quand il aura appris à découvrir sa propre personnalité, sa propre spiritualité, et aura abandonné tout désir de se voir dicter ses pensées. Voici notre biblion. Voici ce que nous sommes, nous, Mahamal et Mahatri, archéologues de l'imaginaire. Nous et le micromonde dans lequel nous souhaitons vous inviter. Un micromonde construit sur les ruines de la civilisation. C'est décombres encore si frais qu'ils nous paraissent toujours tenir debout. Un micromonde bâti sur les jeunes pousses de la Renaissance. Un terreau fertile où nous croisons pour la première fois ces possibles qui nous entourent. Voici notre biblion, nos fables utopiques et possibles. Bienvenue dans l'univers Watata. Vous découvrirez l'histoire des peuples de Yarna, vous plongerez dans les méandres de leur mythologie entrecroisée et vous apprendrez à déchiffrer les énigmes de leur passé. Bientôt, vous aurez accès à cet univers. Mais ce que nous souhaitons par-dessus tout est de vous ouvrir à tous les possibles, afin que vous deveniez colporteurs de votre propre imaginaire, ramenant de vos voyages des idées nouvelles, des idées virales. Durant vos fouilles, nous vous souhaitons de trouver et de créer société, amour et vie, d'atteindre votre rêve obsessionnel qui flotte en chacun de nous comme les notes d'un pianiste virtuose, les chiffres d'un génie ordinaire et exceptionnel, ou le détail de la globalité du poète. Et plus que tout, ici et partout, maintenant et à chaque instant, soyons pour nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent les rêveurs de nos micromondes, les missionnaires de nos pensées, les poètes de nos spiritualités. Naissance. Au commencement, quel commencement? Au commencement de notre histoire vivait le peuple des pensées. Primitif dans son travail social, il était doué d'une infinie accessibilité au monde des possibles, au monde des pensées. Et l'évolution fit en sorte que l'esprit naisse, décloisonnant les possibles pour les rendre réels, donnant naissance à l'autre, détruisant la meute pour la faire devenir eau, tourbe et brouillard. C'est ainsi que le peuple des pensées fut dispersé et que les esprits errants, solitaires dans les prémices de la civilisation, se virent devenir étrangers. Étrangers de leurs voisins, de leurs amis, de leurs familles et bientôt de leur bureaucratie. Étrangers d'un monde dans sa globalité, vivant dans leur corps comme des petits gnomes enfermés dans une immense bouteille en verre et qui rêvent de grandir tellement qu'ils finiraient par prendre toute la place jusqu'à absorber la moindre petite bulle d'air coincée entre le goulot et le bouchon. C'est ainsi que meurt le peuple des pensées et que naissent respectivement et unanimement le peuple de l'océan, le peuple des steppes et le peuple du ciel. Pour ces trois peuples,
l'Esprit créa 3 gardiens chargés d'enfanter, de guider et d'élever les possibles de ces peuples. Le gardien des eaux veilla sur le peuple de l'océan, le gardien des terres sur le peuple des steppes, et le gardien des souffles sur le peuple du ciel. Ces 3 peuples vécurent isolés les uns des autres, non pas que leur corps était vide et inapte à la perception de l'autre, mais parce qu'ils étaient, en eux et pour eux, dans un fondement autocentré et inadapté au monde, comme une eau se mêlant à la terre, comme une terre se confrontant au souffle, comme un souffle se noyant dans l'océan. En somme, comme un monstre sans défense, monstre au milieu de monstres, peuple au milieu de peuples. Ces 3 peuples se virent offrir par l'esprit et la création 3 cités répondant à leur nature d'être et à leur impulsion. 3 mondes insolubles, 3 forces qui se font face sans le savoir, 3 éléments d'une même croix. Voici l'histoire de ces 3 peuples qui se sont formés et vont se dissoudre dans l'éclat miroir de l'évolution et de son immuabilité. Peuple de l'océan. Le peuple de l'océan est le premier des 3 peuples à être modelé par l'esprit. Les membres de ce peuple, nés d'une puissance visuelle et indétrônable, formés par le vide et le remous des flots, purent conquérir le monde grâce à l'extase mouvante de leur persuasion et de leur capacité à se voir maîtres. Maîtres d'eux-mêmes et de ce qu'ils apprendront à appeler leur entourage. Ces êtres des flots ont leur place en ce monde. Ils guettent en silence l'horizon de nos gueules et nous scrutent, nous, ces autres insipides. Ils exploitent ce qu'ils savent de leur vie, de leur monde, et se trouvent ensevelis sous les chromes des villes. Le soleil qui les guide leur a donné l'esprit. Ils s'éveillent par la vue et seront les fluides. L'esprit s'adressa aux fluides. Il utilisa l'œil du gardien des eaux pour les guider. Il utilise cet œil pour nous guider. Il nous donne la vue. Nous voyons notre Atlantide, belle dans ses reflets et dans sa cohérence profonde, dans sa vigilance à surexposer nos interactions, nos liens et nos ambiguïtés. Magnifique pour l'éclat qu'elle renvoie à nos sens et qu'elle libère dans l'affirmation de nos choix. Elle scintille et brûle sans fumée, remplie de brume et de contradictions, de richesse et de pauvreté. Riche d'innovation, d'angoisse, de possible, pauvre de compassion, de lassitude, de patience. Elle est là, millénaire et sous nos yeux, ses rouages sont ceux d'un automate fébrile et indépendant. Elle fait face à la mer et descend des glaciers. Elle s'étend et répand ses croyances et ses vices. Elle répond à nos souhaits quand ils sont attendus et ignore tous nos vœux qu'elle ne peut pas comprendre. Elle dirige et vainc tout. Elle est le plus grand des mystères et a créé ce que nous sommes. Nous, les fluides. Êtres de politique et d'humour, nous sommes les gouvernants et les gouvernés, les savants et les ignorants, les artistes et les plébéiens. En somme, les exhibitionnistes et les voyeurs, ceux qui croient gouverner et se croient gouvernés, qui pensent savoir et se pensent ignorants, ceux qui s'indignent et ceux qui espèrent. Tout ceci semble indissociable et l'indignation ne peut vivre sans l'espérance. C'est pourquoi les fluides apprendront à ne plus jamais voir chez quelqu'un sa puissance, ni sa supériorité superficielle. Chaque esprit est gardien d'un savoir unique, sensoriel ou intellectuel, et ne peut s'affranchir de son unique destin, celui de n'être qu'un savant ignorant.
Tel est le fléau donné au peuple de l'océan, telle est la question sans réponse. Nous décrivons ici un peuple observateur et attentif, patient mais intransigeant, diplomate mais peu généreux. Un peuple bien plus à même de fermer ses frontières que de les repousser. Faiblement enclin à la conquête et à la découverte de l'autre, se soumettant par peur, envahissant par nécessité. Un peuple loyal, honnête et droit, scientifique et politique, désireux d'un pouvoir ciblé et utile, voulant exister à travers ses propres yeux, buvant pour se rappeler, buvant pour communiquer, buvant pour s'enfuir de leur complexité. Ils sont fiers et autonomes, relevant leur gueule de loup face à l'adversité, se couvrant de laine noire devant les frondes des mers, adorant les métaux coupants ou précieux, se voyant légers, juste, fluides. Peuple des steppes. Le peuple des steppes est le second des 3 peuples à être modelés par l'esprit. Les membres de ce peuple nés d'une puissance tactile et irréversible, formés par le vide et la volatilité des sables, purent s'attacher au monde grâce à la force enracinée de leur adaptation et de leur capacité à se sentir puissants. Puissants dans leurs gestes et dans ce qu'ils apprendront à appeler leur esprit. Ces êtres des sables ont leur place en ce monde. Ils s'immiscent dans nos cœurs pour y lire nos peurs. Ils proclament et écoutent tous les souhaits intérieurs. Ils savent se conformer, mais ne s'oublient jamais, car ils vivent en un sens pour le plaisir des autres et s'affirment exister en aidant, en aimant et en se sacrifiant. La lune qui les guide leur a donné l'esprit. Ils s'éveillent par le toucher et seront les ensablés. L'esprit s'adressa aux ensablés. Il utilisa la main du gardien des terres pour les guider. Il utilise cette main pour nous guider. Il nous donne le toucher. Nous ressentons notre prairie, notre Éden, large et sans frontières. Elle est lisse et soyeuse. Tous ceux qui y posent le pied sont comme happés par sa beauté. Sa simplicité n'a d'égal que sa complexité. Simplicité des sens et de ses dons, complexité des textures et de son fonctionnement. Nous pouvons lui parler, mais elle restera silencieuse, car son dialecte est un dialecte sensible, que l'on apprend à traduire dans la patience et le respect de sa beauté. Elle se montre à la fois confortable et indomptable, comme si elle véhiculait à n'importe quel moment de son existence une constante interprétation nuancée de ses messages. Elle est là, infinie et insaisissable. Sa plastique est celle d'un chef-d'œuvre en perpétuelle création. Elle n'est pas cartographiable, mais reste soumise aux lois d'une physique qui lui est propre. Elle demande à notre esprit un travail incessant de remise en question et de modestie. Elle est de toutes les matières, de toutes les transformations, les échanges de tous les possibles, et a créé ce que nous sommes, nous, les ensablés, êtres de pulsion et d'arrogance. Nous sommes les méfiants et les confiants, les patients et les impatients, les réflexifs et les admiratifs, ceux qui jouent des mystères et affirment leurs êtres, qui espèrent en gaffant se trouver à leur place, ceux qui par leur beauté se jouent des sentiments, légèrement ceux des autres, mais bien plus les nôtres. C'est pourquoi les ensablés apprendront à toujours chercher la voie déraisonnable, à s'engouffrer patiemment dans un juste milieu, qui de toute évidence n'existera jamais. Tel est le fléau donné au peuple des steppes, telle est l'impasse de nos choix. Nous décrivons ici un peuple fourmillant,
et introspectif, ancré dans la réalité mais désireux de s'en échapper, enraciné dans l'imagination de chaque conséquence et prudent dans leurs actes et leurs mots. Un peuple qui comprend les rouages, les échos et les mirages. Un peuple prudent et diplomate, timide et stratégique, doué dans la gestion d'un réseau restreint, mais souvent incapable de répondre à des devoirs de société. Un peuple n'ayant de regard que pour la démocratie et la liberté, voulant exister à travers ses propres sentiments, mangeant pour penser, mangeant pour échanger, mangeant pour structurer le monde. Ils sont fiers et autonomes, délaissant leur masque face à la réalité, se couvrant de ce qu'ils ont pour combattre les possibles, adorant l'odeur des lettres écrites avec passion, se sentant en vie, juste, ensablés. Peuple du ciel. Le peuple du ciel est le dernier des 3 peuples à être modelé par l'esprit. Les membres de ce peuple, nés d'une puissance sonore et inégalable, formés par le vide et les échos du vent, purent se mêler au monde grâce à la souplesse de leur adaptation et de leur capacité à s'affirmer différents. Différents de leur entourage et de ce qu'ils sont par rapport à eux-mêmes à des instants séparés. Ces êtres du vent ont leur place en ce monde. Ils s'immiscent chez les autres comme les limbes du temps. Ils exploitent les savoirs et les rites ancestraux, comme ils savent en leur être se mouvoir sans frontières. Ils se relient entre eux, peu importe l'espace, peu importe les distances. Ils peuvent interpréter les langages et les signes et s'affairent à trouver des informations pures. Ils n'ont pas de limites, ni dans leurs possibles, ni dans leurs échanges. Ils sont reliés au monde comme des âmes niaises, d'une impudeur extrême et d'un goût oscillant entre leur infortune et leur condescendance. Les étoiles qui les guident leur ont donné l'esprit. Ils s'éveillent par l'ouïe et seront les étoilés. L'esprit s'adressa aux étoilés. Il utilisa la bouche du gardien des souffles pour les guider. Il utilise cette bouche pour nous guider. Il nous donne l'ouïe. Nous imaginons notre Eldorado, riche et virtuel, nourri de possibles et de connexions inattendues. Ces réseaux sont ceux d'une proie sans visage. Il s'étale et s'étend, sans arrêt et sans bruit. Il entend tous les cris qui émanent de ces êtres. Il détruit l'idée conne du patriotisme par son savoir accru de l'interconnexion et rend imaginable l'émoi collectif de la mise en avant de notre humanité. Il est là, simple et orgueilleux, comme un outil sommaire à la nature neutre. Sa perfidie n'est pas créée par sa volonté, mais par nous, amnésiques d'un état de lâcheté. Son évidence même nous met face à un mur qui finira bientôt par nous prédéfinir comme une meute errante, sans histoire et sans chef. Il est précieux et a créé ce que nous sommes. Nous, les étoilés. Êtres de création et d'improvisation. Nous sommes les fauves et les proies, les vivants et les reclus, les voyageurs et les penseurs. En somme, les nomades et les sédentaires. Ceux qui créent leur possible et s'effondrent devant l'inconnu, qui jouent de leur pouvoir et sont menés par leurs désirs. Ceux qui croient au destin et aux images cycliques, imparfaits dans leurs gestes, mais cohérents pour eux-mêmes. C'est pourquoi les étoilés apprendront à se laisser guider par la volonté du monde, à s'immiscer dans les brèches de leur destin implacable, qui par définition sont des bruits parasites qui ne se maîtrisent pas. Tel est le fléau donné au peuple du ciel, tel est l'avenir immuable. Nous décrivons ici un peuple positif et généreux, simple
et non simplé, complexe et incomplet, fougueux dans sa force à se réaffirmer, prétentieux dans les choix qu'il propose, pour lui-même et les autres, gardien d'un savoir sensible et imprévisible, un peuple intègre et intégrateur, ne se méfiant pas outre mesure et performant sa complexité en la fondant dans une logique inviolable. Un peuple uni et chaotique, un peuple n'ayant d'égard que pour la dévotion et la logique stellaire, voulant exister à travers ses propres champs, fumant pour patienter, fumant pour s'obtenir, fumant pour contenter l'avenir. Ils sont fiers et autonomes, s'interrogeant eux-mêmes pour faire face à l'exode, se couvrant d'éphémères pour lutter avec leur destin, adorant tous les bruits d'une nature épique, s'entendant parfaitement, juste, étoilé. Généalo-mythologie de l'océan ou blabla sans morale. C'est dans le noir instable, au sein du premier éclat, que naquit le peuple de l'océan. Cette lumière, comme un laser, transperça le vide pour y créer la matière. De ce souffle amoindri par les tenants du temps se dessina 5 êtres sculptés sur les roches par l'érosion des flots. Il y avait Bunjevski, poisson pensant, absorbant les vagues et le grand large. Il donna naissance aux cétacés et siréniens. Et Gagaouze, l'âme fuyante et gracieuse. Elle engendra sur son passage agnates, cyclostomes et mollusques. Et Ixos, l'immense, bâti dans une roche plus dure que le noyau de Yarna. De ses dents usagées, tombées au fond des gouffres aquatiques, naquirent les gnatostomes et autres prédateurs marins. Et Khoï-Khoï, la douce, la pupille des océans. Ces champs merveilleux firent pousser de la roche algues, lichens et autres anémones. Puis vint Koulangos, l'indécis. Il regarda ses frères et sœurs agir, vivre, créer et prospérer. Et ce n'est que bien plus tard, las d'observer ces profondeurs infinies, qu'il se leva dans un récif sombre. Dans son sommeil, il se mit à penser, et de ses rêves naquit Liv. Liv fut la première louve céleste de la lignée créatrice du royaume des Anthropos. De ses cils naquit Mandingue, qui fit sortir des abysses une terre rocailleuse. De son nez coula Micmac, qui fit jaillir le feu et les minéraux précieux. De ses lèvres suinta Nénetz, qui offrit les fruits de la mer et tous les savoirs de la pêche. De ses ongles rongés se composa Pentagouet, qui répandit dans les astres et les nuages les connaissances de la navigation. Des pulsations de son cœur se métamorphosa Polone, sibylle harmonieuse qui inventa l'art et l'architecture. Puis sortit de chacune de ses oreilles Taï et Taï, jumelles joueuses. Elles parcoururent cette nouvelle terre devenue matérielle et purent tester l'évidence des sentiments. De leur amour naquit Issan, le constructeur, et Tootsis, l'hermaphrodite. Issan établit port et rempart, là où Tootsis s'installa pour rêver. De par la force de ses songes, Issan fit dresser la cité millénaire et prospère de Zappara. Tootsis put alors voir et décrire l'avenir de ces lieux. Il y aura 5 rois descendants directs de Liv, comme 5 doigts décrochés de sa main.
Il y aura Abkaz, le bâtisseur, Amish, le structurateur, Atikamek, le respectueux, Bajo, l'explorateur, et Basoto, le craintif. À ce dernier fut donné le droit de voir l'avenir et la destruction du royaume. Il supplia sa mère Liv d'épargner sa vie. Apprenant sa tristesse et son incapacité à gouverner aveuglement, elle décida d'enfanter la louve Fang pour le remplacer et gouverner la cité précieuse. Fang gouverna bien et longtemps. La cité devint forte, puissante et belle. Puis Fang sombra dans un sommeil vivace et millénaire. De là, elle continua à garder Zappara et à conseiller ses nombreux gardiens successifs. Ces temps furent longs et prospères. Mais, bien sûr, ce qui doit arriver arrivera, et la cité sera engloutie sous la mer, et tous les souvenirs, bientôt, sombreront dans un sommeil vivace et millénaire. Voilà où nous en sommes, voilà ce qui est. Dans un souffle, amoindri, s'allongea Bozo, roi choisi, descendant du synapse éclos de la louve Fang, mère de tous et des profondeurs, qui rayonne désormais dans le ciel. Son ombre de la nuit se terra et s'empaffa dans un brouhaha insistant aux confins de la brume des Inus. Levant la tête, scrutant ce ciel où nulle étoile n'apparaît, il s'arrose de tristesse en ressentant ce manque à venir. Kou est partie la première. Sentant arriver le drame, elle a fui avec Batak, qui fabriqua l'arche des sauvegardes des temps. Le passé de Bozo ressurgit d'un coup, poignard au cœur comme plume au visage. Est-ce un don? Une énergie fatale? Tout lui revient. Lumbi coincée dans sa mémoire d'avant ses éducations, elle était passagère d'un temps, prémisse de constellation. Puis Mongo, apatride, fille des bois du fuyant Nung, et Kyang, obsolète, centurion du bonheur, ceinturon de crispation. Là s'arrêta ses absences, et tout lui revint. Son départ prérequis allié à sa amie, son lâcher-prise qui lui donna en offrande, et le besoin naissant de repacter avec lui, et Siriono, la troublante, qui l'accompagna plus ou moins, lui confiant le secret de l'honnête. Bien sûr, il pensait au trio Taïda Miao, frère d'armes et d'épée, et puis Taïwan, arrivé en maître, prescripteur de l'avenir. Là s'arrêta ses absences. Il vit revenir ce tout, parfait, subtil, donné par Ko. Cette druide qui l'épousa au sommet de la grotte à phare, tombeau de l'eau et de sa destinée. Là, il lui fit don de son cœur, aimant et captivé, aimé et captivant. Enivré par tout ceci, il parcourut les terres de Zappara et recompta, un à un, ses alliés, ses ennemis, avant que le déluge ne l'emporte. Ici, Cherokee, un commandant expert et brave anthropos inlassable, là, les sœurs Chleux, toujours prêtes à fêter pour oublier et se souvenir, même au plus noir des songes d'Émérillon. Un peu plus loin, caché sous ses draps qui lui servent d'habit, Javanès, usurpateur de génie, collaborateur fiable. Et puis Mizraï, le scientifique attentif, sachant faire émerger l'absolu au milieu du chaos du corbeau Moy. Il eut une pensée pour ses frères et sœurs, toutes et tous, filles et fils de Ngoni, lui-même fils d'Ouzbek, fils de tout couleur. Cette descendance à qui revenait le rôle de gardien de la cité Zappara sera bientôt engloutie par la colère des sirènes d'Alban. Il eut écho d'Asiris, qui survivra sans doute aux larmes célestes alors qu'il est en route sur les mers de la découverte. Sa sœur Zendé y restera, prise par le sort et le destin de camper au cœur de la cité défunte. Elle gardera à jamais le temple citadin et sa mémoire sera fêtée, comme on fête une princesse. À ses côtés, Bangala l'aîné et Bétis le cadet, qui se cramponnent au trône mortuaire du gardien déchu des flots. Dans une pensée commune, baissant la tête, ils entendirent, tous, la vague arriver. Là,
émergea un son strident et insoutenable que provoqua la brisure des remparts. Tout s'arrêta, net. Du bruit du chaos naquit le silence éternel. Culture des flots ou illogisme maîtrisé. C'est donc au milieu des embruns, sur une mer infinie, que se dresse fièrement Dinka, vaisseau rescapé de la flotte de Zappara. À son bord, Batak assure le commandement, guidé par l'instinct de Ko. Et tout le monde sait, ils sont seuls. Leur terre-mère n'est plus qu'un souvenir. Ko, ainsi que ses compagnons attentifs, Ibo et Croates, pleurent les morts de la cité perdue. Beotox a pris la relève de Batak, fatigué par tant de bouleversements. Voilà 3 jours et 3 nuits qu'il n'avait pas dormi, et ce soir, il s'endormira bien vite pour rejoindre sa Macédoine, éternellement. Le nouveau commandant est troublé, mais la confiance qu'il accorde à son équipage l'aide à tenir bon. À cette heure, Pumi et Palestine sont à la barre. Ils visent droit au nord, fuyant les lieux à oublier. Séminole, Valak et Adivasi sont aux rames de bâbord. Bakoko, Baragouhi et Katoba sont aux rames de tribord. Haïdan et Ahari sont affairés à la pêche. Ici les réserves sont minces et il faut bien manger. Emong répare les filets à côté de Malais et Mandé prépare les repas sous le regard de Kanuri. Niedeboua et Rome chargés de garder et de s'occuper des animaux montés à bord. Serbes, conseillères et guerrières stratèges. Sherpa, Zapotèques, Aniïs, Amazigh et Antakarna, anthropos mâles et femelles de bonne main, se reposent dans les cales du navire ou vaquent à leur destin. Ils sont, tous, première génération d'un avenir incontrôlé, dernière lignée d'un passé flamboyant. Après plusieurs jours incomptables à bord de Dinka, l'équipage s'épuise de tristesse en fatigue. Une lueur est apparue lorsque naquit Bulgarée, fille d'Anéis et d'Aïdan. Elle fut la première à naître à bord de ce palais flottant. Les temps passèrent et en découla d'autres naissances. Dongxiang, fille de Valak et Séminole. Flamand, fils de Pumi et Zapotèque. Puis Opis, fils de Ibo et Croaté. Ce dernier fut pris en charge par Ko, qui lui apprit l'histoire, réelle ou légendaire, de son peuple. Lorsque Opis eut récupéré tout le savoir de Ko, celle-ci s'endormit à jamais, rejoignant dans les limbes du temps son défunt amant. Puis le temps passa et passa. D'autres morts suivirent, d'autres naissances aussi. Au final, il ne restait plus aucun membre du voyage originel, et Opis prit le commandement du vaisseau. À son bord, Bulgares, Dongxiang et Flamands formaient l'assemblée dirigeante. Ils furent rejoints par Mahonin, qui avait eu en vision la découverte d'une nouvelle terre à coloniser. Oroken et Somali, frères inséparables, étudièrent sans relâche les écrits de l'ancien temps et donnaient quotidiennement cours et discours. Sosos, Tampuan et Ikreni s'attelèrent à la construction d'un radeau. Pour cela, ils utilisèrent les bois précieux qui poussaient à bord du navire. Ils sculptèrent ce drakkar et le baptisèrent Valon Zappara. Le jour venu, ils mirent à l'eau ce joyau de l'espérance et prirent la mer avec Mahonan. Poussés par les vents et l'ardeur, ils se dirigèrent à l'instinct et au choix sur l'immensité bleue. Après 20 lunes à pêcher et ramer, ils arrivèrent en terre due. Quelle splendeur à leurs yeux! Eux qui ne connaissaient que l'eau et la puissance des flots, se virent offrir par leur courage un palais à investir. Tampuan et Mahonan partirent explorer ce nouveau monde, pendant que Sosos et Ikreni, guidés par le dauphin de Niedeboua, retournèrent vers Dinka annoncer cette nouvelle apocalyptique. Au lieu de rendez-vous, l'histoire reprit son cours. Opis se défit de son commandement, et la vie de la cité en devenir fut gérée par la volonté de tous. Un port fut construit. Des maisons, des théâtres, une nation érigée, et tous, unifiés, s'attelèrent à leurs tâches. Encore.
toujours. Certains moururent, d'autres, beaucoup, naquirent. Et le cycle des temps mit en place un conseil, formé de 3 conseillers. Au premier temps y siégeaient Oroken, Somali et Opis. À la mort de Opis, ils furent remplacés par Birma, Bara et Comanche, tous 3 nés sur cette terre nouvelle. Puis régnèrent Alsacie, Gino et Khmos. Ceux-ci faisaient partie d'une génération nouvelle, pour laquelle Dinka était déjà une légende. Et les temps passèrent, et la cité prospéra dans la paix et l'abondance. Toute une île fut découverte, et la cité-État connut un autre conseil, le dernier des temps heureux, formé par Kogi, Li et Mozabité. Eau d'Apocalypse ou tissage des destins. Au commencement des temps nouveaux, éclata une famine ingérable et ingérée, amenée par les malices d'Oromo. La cité, devenue monumentale, vit périr un grand nombre de ses sujets et de ses héros. Les membres du conseil, Kogi, Li et Mozabité, se disputèrent alors le pouvoir et le royaume fut scindé en 3. Kogi prit les terres de l'île haute où les grands froids et les neiges éternelles le protégea du reste du monde. Li s'empara de la région est, dominée par les montagnes et les plaines nourricières. Mozabité se retrouva coincé dans l'enclave ouest et put s'octroyer les plus grands ports du pays. La cité prospère et unifiée se métamorphosa en royaume oligarchique et guerrier. Ré, le grand maître de l'ancien conseil, auparavant chargé de consigner toutes les décisions de l'État unifié, se retrouvait désormais messager des 3 ennemis. Il sut garder la confiance de chacun, ce qui faisait de lui le seul à pouvoir traverser les nouvelles frontières sans encombre. Traçant les routes et les bois sur Romagnotte, son loup que certains disent ailé, il s'efforça en vain de conserver la paix, et 10 années de guerre ruinèrent le pays. Durant cette période sombre, Kogi fut trahi et assassiné par Sicily, servante de son palais, soudoyée par Mozabité pour cet acte terrible. Arikara, neveu de Kogi, prit le trône de l'île haute et envoya son armée, dirigée par Bil, la chef-d'œuvre ectoplasme, sur les terres du sud. Là, sur les plaines de Dong, un combat sanglant et sans vainqueur eut lieu. Bil et son lieutenant Gouros prirent la fuite. De peur du courroux d'Arikara, ils s'installèrent dans la forêt d'Irok, où vivent et se répandent les bêtes maléfiques d'Oromo. Au vu de ces atrocités, Li fit construire des murailles que l'on disait dignes de Zappara, reliant les montagnes entre elles. Il se terra dans ces contrées, et des années de siège, orchestrées de part et d'autre par Arikara et Moken, fils héritier de Mozabité, le poussa à la fuite éternelle, laissant la garde de ses terres desséchées à sa sœur Emrazig. C'est à ce moment précis que les tueries s'arrêtèrent. Las de ces souffrances infligées à leur peuple et à eux-mêmes, les 3 héritiers signèrent sous le regard bienveillant de Ré un acte de paix, laissant le royaume détruit et empli d'une odeur de honte et de haine. Des frontières furent tracées et les peuples restèrent scindés. On ne revit plus Ré pendant un long moment, et le temps eut ses effets. Quand il revint de son exil, il était accompagné de Bil et Gouros. On ne sut rien de cette période, mais avec eux, sur le dos de Romagnotte, se trouvait un jeune enfant. Ils firent le tour de l'île pour annoncer la nouvelle. Cet enfant se nomme Tu. Il serait le fils de Ruten, une descendante directe d'Azéris, le frère rescapé de Bozo, dernier gardien de la mythique Zappara. Tu, du sang de la Loufang coule en lui, et il vient pour réunifier le pays. La nouvelle fit grand bruit, et l'espoir, chose perdue ou oubliée durant ces années de terreur, scintilla de nouveau dans les yeux du peuple de l'océan. Au tréfonds de la Grande Guerre, déjà,
des voix raisonnables parlaient du retour d'un héritier des temps, qui aura la stature de réunifier les contrées ennemies et de rebâtir ici une cité digne de Zappara. Mais comment avoir pleine confiance en ce jeune inconnu? Ray, sentant le doute naître de la joie, laissa à Arikara, Moken et Emrazig le soin de planifier et préparer ensemble une épreuve que seul un descendant de la louve Fang sera à même d'accomplir. Pour ce premier acte de réunification, les trois héritiers se rencontrèrent sur la plage où jadis Dinka accosta pour la première fois. Arikara, accompagné d'Arabella, son conseiller aux 1000 savoirs, Moken et le mage Bacchus, renommé dans toute l'île pour ses chants faisant parler les voix cachées de la mer, et Emrazig, suivi de son éternel ami Béjas, marchèrent le long de la rive, cherchant à se laisser compter le jugement idéal. Au loin, les tonnerres de Bru se firent entendre et un sursaut intérieur les frappa, comme un instinct gardé en eux depuis la nuit des temps. Ce souvenir de sang que chacun pourra comprendre les mit d'accord sur la marche à suivre. 2 lunes plus tard, poussés par l'annonce de ce jour unique, tous les habitants de l'île se retrouvèrent dans la vallée de Kanadi. Cet amphithéâtre naturel eut son rôle dans l'histoire des descendants d'Opis. Ici furent enfouies les planches du vaisseau Valon Zappara. Ce lieu de mémoire est devenu l'agréable vallée ombragée par les feuilles de frison, l'arbre céleste et unique ayant poussé dans cet espace aride. On dit que cet arbre est né du bois même du navire des naufragés, et qu'il est le seul encore vivant à avoir été touché par les doigts de Liv. Cet arbre est immense et respecté. Il garde toujours ses feuilles, été comme hiver, et ne s'assèche jamais, même au beau milieu de ce désert brûlant. Aucune lame ne peut l'entailler, aucun feu ne peut le consumer. Jarawa, Tanala et Yoruba, orateurs respectés, prirent la parole devant la foule silencieuse. Ils expliquèrent les tenants de cette procession en émergence. Ici défileront tous ceux se prétendant dignes de porter le fardeau de la gouverne. Un à un, patiemment, chacun pourra tenter d'arracher à Frison une racine ou une branche. De ce tronçon sera façonné le sceptre du gardien de notre peuple. Par désir, par curiosité ou par jeu, tous tentèrent leur chance. Certains se brûlaient les mains au contact de l'écorce. D'autres s'acharnaient à tirer de toute leur force, mais finissaient épuisés ou endormis. Une partie même ne put s'approcher à bonne distance tellement cet arbre impressionnait. Quelques-uns sentirent une branche bouger, légèrement, d'autres ne faisaient qu'y croire. Mais tous, de jour comme de nuit, se retrouvèrent impuissants face à ce colosse végétal. De Kiowa des vents du nord accrus des rives ouest, de Lapon ayant traversé le pays à Manchu, paysan des terres de l'Obi, même Navaillais, le guerrier inclassable, et Norman, celle à qui les rouges-gorges obéissent, sans compter Olone, Piraa et Séraphade, les sereines à 3 cœurs. Mais tous, une nuit venue, abandonnèrent au pied de l'arbre. Lorsque le soleil se leva de nouveau sur la vallée de Kanadi, la légende parla. Tu étais là, en haut de l'immensité. Peut-être avait-il grimpé pendant la nuit, peut-être s'y cachait-il depuis longtemps. Certains diront même que tu es né de ces branches, papillon d'un cocon céleste. Sous le regard de la foule amassée, tu arracha une feuille verte et descendit de Frison. Une fois arrivé sur le sol, tout le monde fut ébahi. La petite feuille se mit à grandir et se métamorphosa en un bâton solide et sculpté pour un roi. Cette branche restera dans la postérité sous le nom de Zayan. Tous comprirent qu'ils n'avaient nul besoin de s'agenouiller ni d'exprimer leur allégeance, car ils avaient en face d'eux un descendant de Fang, l'égal de tous, pouvant régner dans l'harmonie de la volonté de chacun. Très vite, le monde changea. Un palais fut érigé avec le bois de frison sur la colline Ainu, espace central de l'île, reliant par les fleuves Arawak et Ashanti les 4 coins du royaume. Chacun y avait sa place et une confrérie où tout être pensant pouvait siéger se mit en place. Parmi les membres les plus remarquables et les plus actifs,
Il y avait bien sûr Ray, qui resta longtemps le conseiller fidèle de Tu. Bill et Goros, maîtresses et maîtres d'armes qui se chargèrent de l'entraînement de tous. Arabella, représentant les contrées nord. Bacchus, représentant les contrées ouest. Béja, représentant les contrées est. Boshiman, la franchise que Tu épousa. Cheyenne, le valeureux chargé d'enquêter et de regrouper les souvenirs perdus de l'ancien temps. Crek et Dakel, suivant les conseils et les actes de Cheyenne. Et tant d'autres noms déjà cités ou qui seront un jour comptés par les souvenirs vagues de sincères légendes. De là se noya l'histoire, des successeurs de Angegita jusqu'au lac céleste de la fée Anne, où tu reposeras à jamais. Des découvertes majeures des temps futurs, aux mélanges ancestraux des sangs et des émotions. De par le mont Kunas, où règne tout un peuple, au précipice de l'Adine, où siègent les désirs. Des êtres irrationnels de Munduruku, à l'envolée étoilée de feu Samarita. Des songes de Siwis, aux pensées de Wayao. Tout se meurt et se mélange, tout vit et s'illumine, pour toujours et dès maintenant. Généalo-mythologie des steppes ou paroles futiles. C'est dans un séisme galactique, au contact de deux bouches, que naquit le peuple des steppes. De cette puissance tactile et irréversible formatée par la passion de Brian, étoile première, et d'Inuit, trou noir voyageur d'un cosmos en expansion, se répandit les mondes. De ce nuage lacté naquit Fante, l'oiseau de feu aux 1000 couleurs, et Gelao, cheval ailé à la robe sombre. Fante pondit 3 œufs que couva Gelao. Du premier sortit Kazakh, l'aigle rouge. Du second, Lisgouin, le sanglier vert. Et du troisième, Mongol, le saumon bleu. Ces 3 êtres néoformés se lancèrent dans une course à la conquête des mondes. De leur bataille émergea Okaina, la ténébreuse, Kébès, le solide, et Sakalava, la flamboyante. On dit que Kazakh, Lisgouin et Mongol courent encore dans les tréfonds de l'univers, et qu'à chacun de leurs croisements, un monde voit le jour. Fante, découvrant les créations de ses créations, fut séduite et installa son nid dans la bouche de Sakalava. Gelao, lui, trouva refuge dans la chevelure d'Okaina. Kébès, ne recevant pas la gratitude de ses aïeux, sombra dans une tristesse insoluble. De ses yeux sortirent Slav et Taïno, les 2 fleuves intarissables de Yarna. Ceux-ci engendrèrent les 7 mers, Yenish, Tasman, Chichimek, Choctaw, Evenk, Jingpo et Moav, qui délimitèrent les 7 continents portant aujourd'hui les noms de Mohegan, Nifke, Pawin, Turkana, Corrigan, Aleut et Badoui. De loin, Fante et Gelao observaient cette agitation. Le regard de Fante brûla la peau de Kébès. De ses cloques naquirent les monts de Yarna. De ses plaies, tous les volcans. Gelao, choqué par tant de souffrance, lâcha un cri si terrible que les tympans de Kébès cédèrent. De ses orifices abîmés sortirent les neiges éternelles des pôles. Mais son cri ne s'arrêta pas, et Kébès se mit à tourner sous l'effet de cette onde froide et puissante. De là purent se réveiller Bannock et Birifor, les 2 pupilles de Kébès. Le premier pactisa avec Gelao qui lui offrit tout pouvoir sur la nuit. Le second tomba sous le charme de Fante et se chargea de lui offrir toutes les beautés du monde. Bannock et Birifor ne se croisaient jamais et se lancèrent dans une course effrénée sans début ni fin, au fil des jours et des nuits.
Chacun alla de son imagination pour épater l'autre et faire briller les yeux du couple originel. Bannock créa les graines et la végétation à partir de la boue de ses bottes. Birifor donna vie au vent en leur prêtant un corps sculpté dans l'argile. Bannock s'efforça d'améliorer ses créations et fit nombre de boutures et de croisements à partir des différents sols des 7 continents. Des cyanobactéries primitives de Mohegan, il façonna les algues de Nifke, puis les champignons de Pawin et les lichens de Turkana. Pris d'inspiration par la beauté de Sakalava, il fit naître les fleurs sur la terre Corrigan, puis les arbres au bord des chemins d'Aléout. De son côté, Birifor sculpta avec la glaise d'Aléout les insectes géants et primitifs. Puis, de passage en terre Corrigan, où la terre et la mer se côtoient comme nulle part ailleurs, il posa sur les roches les mollusques grimpants et flottants. Les reptiles et les amphibiens prirent vie à Turkana, et Okaïna, émerveillé, leur offrit le don de l'instinct. Poussé par la beauté de ses créations, Birifor entreprit, sur les terres Pawin et Nifkeen, de s'attarder sur ses sculptures et de donner vie aux oiseaux et aux poissons. Comme le temps lui manquait pour finaliser son œuvre, Gelao détourna la trajectoire d'Okaïna afin de cacher un peu plus longtemps les rayons solaires de Sakalava. Quand il eut achevé son labeur, les poissons envahirent les 7 mers et les oiseaux s'emparèrent du ciel infini. Arrivé à Mohegan, il façonna les premiers mammifères et les laissa prospérer et évoluer à leur guise. Le continent badoui resta longtemps désert, et les 2 géants continuèrent leur course inachevable au milieu de tous ces végétaux et animaux pendant d'innombrables années. L'alchimie chaotique du monde se structura avec le temps, et la nature, esprit de Kébès, prit ses droits et ses devoirs. On vit apparaître 1000 paysages divers et variés, des grandes plaines fertiles aux montagnes arides, des plateaux vallonnés aux littoraux abrupts, des déserts glacés aux forêts tropicales. Dans tous ces lieux se créa une multitude de formes de vie, et les frontières, auparavant nettes, n'étaient qu'un lointain souvenir enfoui dans les méandres des beautés de Yarna. Ressentant toute cette vie et désirant rendre jaloux Fante et Gelao, impuissant devant toutes ces splendeurs, Kébès usa de ses pouvoirs de création pour faire naître, en chaque continent, un être doué du même don que Bryon et Inuit, celui du sentiment et de l'amour des choses. Ces êtres, issus de l'union d'un végétal et d'un animal, propres à chacune de ces terres, prirent forme prestement. Les terres de Mohegan accueillirent Iban. Celles de Nifke prirent en charge Kin. Kunta apparut à Pawin et Lorraine en Turkana. À Aléout émergea Magbetu, en terre Corrigan puis éclore Garifuna. Et à Badoui, enfin, Kébès plaça Bretonne. Ces 7 filles de la nature formèrent chacun un clan, et elles devinrent toutes chasseuses de génie, archères expertes. Iban captura un lion et le prit en symbole de son clan. Kin, un dauphin. Kunta, un albatros. Magbetu, une mygale. Lorraine, un serpent. Garifuna, une sauterelle. Seule Bretonne, perdue sur les terres sans vie de Badoui, se retrouva seule. Mais elle ne fut pas abandonnée par Kébès, qui lui donna des pouvoirs bien plus grands et plaça en elle l'œuf d'un enfant. Et 9 lunes plus tard sortit de son ventre M'Labri, le premier sang-froid. Les 6 autres mères des clans vinrent voir le nouveau venu pour lui rendre les hommages, et toutes furent impressionnées par le don de Kébès. Elles tombèrent sous le charme de M'Labri et prièrent Bretonne de partager son don. C'est ainsi que la sorcière respectée fit naître Newar du lion d'Iban, Persan du dauphin de Kin, Pramalai de l'albatros de Kunta, Kalar de la mygale de Magbetu, Tekos du serpent de Lorraine et Tibétan de la sauterelle de Garifuna. Chacune éleva son nouvel enfant dans leur propre contrée, et 216 lunes passèrent. Lentement et si vite. À l'aube d'une journée céleste, où Gelao et Sakalava partageaient les cieux, les 7 mères et leurs 7 fils se rassemblèrent sur la plus haute montagne des terres badouis. Là, un grand festin fut organisé, chacun ayant ramené les mets les plus délicieux, cultivés, chassés
ou cueillis. De façon naturelle et intuitive, les couples se formèrent. Kin, la plus audacieuse, séduisit M'Labri. Macbethou alla vers Newar et Garifuna vers Kalar. Lorraine et Kunta, les timides, attendirent que Tékos et Tibétan leur fassent les avances nécessaires. Iban et Persan s'éprirent l'un de l'autre, et Bretonne s'octroya le gracieux Pramalai. De ces unions, 7 clans, 7 villages, 7 cités, 7 dynasties, 7 familles, ou peu importe le nom, furent formés sur les 7 continents. Et au fil des générations, les liens originels furent effacés, et ces 7 tribus s'oublièrent les unes des autres, en se livrant, parfois, à des guerres bestiales, comme on s'attaque à des inconnus venus avec des idées nouvelles ou oubliées. Les temps passèrent, et l'histoire connut 7 périodes bien remarquables. L'âge Tsiga, où tous étaient attachés à l'agrandissement de la famille. L'âge Djerma, durant laquelle des cités furent construites. L'âge d'Australie, où des systèmes de gestion et de société purent éclore, tous si différents et si harmonieux à la fois. C'est de là que les premiers conflits purent apparaître, mais rien qui ne put détruire l'un ou l'autre de ces États. Puis vinrent les âges d'Andamanais et d'Astina, desquels découlèrent sans doute les inventions les plus fascinantes. Les générations passèrent et passèrent, l'âge d'or Baka en découla, ces siècles prospères connurent les plus grands et les plus beaux palais et joyaux, dont même Fante fut jalouse. C'est probablement de là que dut éclore l'âge Bassa, tristement célèbre et connu de tous. Comme les populations occupèrent tous les ports de la peau de Kébès, une sueur froide s'empara de Yarna, et les géants antiques Banok et Birifor répandirent partout un orage flamboyant, cachant les bienfaits d'Okaïna et Sakalava, donnant à tous une impression de fin des temps. Les cultures furent détruites, les palais rasés, et cette période, la plus sanglante des temps anciens, réduisit les royaumes, alors prospères, en petites tribus fourmillantes et nomades, errant toutes sans attache, de continent en continent, de paysage en paysage. Quand l'orage passa, le passé fut oublié, les origines perdues. Et il est dit que seul un envoyé de Gelao pourra un jour ramener puissance et prospérité au peuple des steppes, et que de cet envoyé apparaîtra la lumière de l'âge Batak. Culture ensablée ou illogisme avenant. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est. À changement civilisationnel, apocalypse lexicale. Les noms anciens échappent à la pensée commune, et l'on finit par ne parler seulement de ce que l'on peut voir. Tel est le fléau donné au peuple des steppes, tel est l'instinct du non-sens. Ceci se nomme Eda, et cela Sowilo. Ici, il y a les interactions marchandes, et là, les interactions sociales. Voilà tout. Voilà tout ce que savait et devait savoir Dai, fils de Diola, fille de Ix, frère de Mai et Matabele, tous 3 fils et filles du si vieux Betsimi Saraka. Son âge inégalé lui conférait une aura de respect que tous nourrissaient de leur regard avide d'inconnus. De Papou, le vendeur d'âmes, à Pygmée, le berger nomade, de Sengo, le cultivateur, à Totonac, le chasseur des cimes, de Varama, la porteuse d'espoir et d'ironie, à Africaine, la chevauchante. Tous venaient ou passaient dans l'oasis de Betsimi Saraka, le cœur léger et l'esprit affamé. À cette époque pseudo-contemporaine, les jeunes adultes étaient poussés par leur libre arbitre, clos et enseignés à choisir tôt un compagnon de vie. C'est ainsi que Dai était destinée à Barma, fille de Sengo et Balouch. Mais durant une soirée de conciliation, où les esprits se dispersent et se retrouvent,
Barma s'éprit de la fille d'un soir de Totonac et Varama. Ani. Sa beauté céleste transperça les yeux de Barma. Dans cette confusion agréable, Dai, Barma et Ani allaient bientôt se retrouver mère et père. La nouvelle fit grand bruit, et les mœurs tentaculaires des jugeurs compulsifs leur portèrent mauvais œil. Ce héros à venir était-il le fils de Dai, porté par Barma, la création d'une sorcellerie, un don étrange d'Eda ou de l'amour d'Ani? Quelle importance! Cet enfant était là, et un mage passager, sur une volonté commune, prit en charge Héros pour lui donner vie belle. Celte, c'est son nom, l'amena sans maudire aux contrées d'abondance. Il le confia à Hohokam et Karen, ses parents sans enfants qui donnèrent à Héros ses racines nomades. On n'entendit plus parler de cet enfant pendant un long moment, et le temps eut ses effets. On ne sut rien de cette période, mais quand il réapparut, on retrouva les mots oubliés, et on se mit sans le savoir à rêver de l'âge batak, sous la chaleur de Fante et la compassion de Guélao. De cette période transitoire, Héros ne parlait que peu de ses voyages devenus solitaires, et c'est au hasard des recherches de son passé qu'il put retourner dans son oasis natale. Ici, seule Ani vivait encore, au milieu de nouveaux venus par naissance ou par voyage. Elle l'accueillit et le reconnut. Elle lui présenta Malécite, la chercheuse experte, Mérina, l'hydre des savoirs, Nogaï, le fleuron de l'échine, Russe, le spectateur fortuit, Shauni, le magicien des soirs, et Chilbuc, l'altruiste effilable. Tous étaient riverains de l'oasis. Seuls Xibé et Aïmak se voyaient étrangers. Xibé l'était par le chemin de ses troupeaux et de ses voyages. Aïmak, elle, l'était par sa prestance de reine d'ailleurs. Son autre monde était constitué de buttes rocailleuses surplombant les terres. On pouvait y croiser Amkara, poète exaltante d'un autre acabit. En temps droit, sibylle rougeoyante d'un parfait mépris. Bororo, étoile chancelante sous le regard d'autrui. Borora, les malices. Ekossa, le juge des frères Fon. Ui, le beau maligne. Et Maoi, dernier descendant des chefs représentants, le père d'Aïmak. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est. Héros et Aïmak s'éprirent d'amour, et Héros accompagna Aïmak à la tête des 2 clans à la mort de Maoi et Ani. S'ensuivit le deuil et la fête. Cette année de passation céleste attira nombre d'errants qui voyaient en ce couple la simplicité des promesses, la beauté du futur. On venait de tous les continents leur prêter confiance et amitié. Le premier ange fut Ouïghour, porte-parole des plaines musicales de Wadabi. Puis suivit Sunrai, le percepteur des songes du mont Amboshi, et Soudana, le marcheur malicieux sifflant sur son chemin les comptines héroïques des falaises de Bambara. Tarasque, brute douce, porta sur son dos toutes les offrandes des clans réunis de l'empire Bari. Ut, arrivant finalement à ce banquet divin, offrit à Aïmak les yeux de l'invisible, et à Héros la clé des outre-terres. Les danses et les liqueurs, la fumée des ardeurs eurent leurs effets, et les destins s'accomplirent. Les cartes furent tirées, tracées, choisies, dictées, et le couple néo-originel donna succession à 7 systèmes frontaliers. La vénérable Corée se vit dirigée par les instincts de la nature. La divine Kalina par le peuple tout entier. L'hermétiste Kikuyu par une aristocrate représentativité. La fortuite Kanjo par le commerce et sa monnaie. L'empirique Lipovène par l'oligarchie des conseils. La solaire Emrou par la valeur d'un sang royal. Et à Osage, rien de tout cela. On ne dirige pas l'indirigeable. Et les nomades de tous lieux, ensablés de toutes origines, purent s'en aller ou revenir au bon vouloir de leurs instincts, puis devenir, ici ou là, soit riverains, soit étrangers.
terre d'Apocalypse, ou nœud des avenirs. Des siècles passèrent, comme une seconde de répit. Puis tout s'enfuit, dans un souffle millénaire. Là émergea une lumière grondante, un son aveuglant. Tout s'arrêta, net. Du chaos sensitif naquit l'angoisse des lendemains. Sowilo se leva une dernière fois et ne se coucha plus. Eda, elle, disparut et fit ses derniers dons. Des cyanobactéries de Corée, elle façonna Rapa Nui, un lion à la peau impénétrable et aux dents d'acier. Des algues de Kalina, mastiquées et ingurgitées, se métamorphosa Ruma, le premier des dauphins couronnant les tempêtes. Des champignons de Kikuyu s'envola Sicule, l'esprit ravageur des nuées d'albatros. De la plus belle fleur de Konjo apparut Valak, la mygale pondeuse au poison délicieux. Eda, sur son chemin, réveilla Bissa, le serpent constricteur du noyau de Yarna. Celui-ci engloutit l'hypovène d'un coup. Puis à Emru, on put voir avancer une coulée de sauterelles que l'on disait malignes par l'esprit d'Ojibwe. À Osage, enfin, rien de tout cela. La jeune pousse dravidienne sortit de terre lentement et si vite, et poussa, s'étirant à merveille. Bientôt, ses feuillages englobèrent tous les sols de Yarna, et tous les peuples, et toutes les espèces s'engloutirent dans ses racines. Seules les chimères continuèrent à hanter les parages. L'arbre-monde se fortifia et puisa ses ressources dans les eaux souterraines du globe. Le temps passa et poussa. Des cocons se formèrent, chrysalides alchimiques, d'où purent sortir les premiers êtres au nouveau sens. Il y avait, plongé dans le jour insoluble de Yarna, englué de naissance, Hélène, qui engendra Bakhtari, qui tua Rapa Nui. Issa, qui donna naissance à Berbera, qui sut dompter Ruma. Moldave, mère de Cadien, siffleur séculaire qui put mettre en déroute les nuées de Sécule. Mulao, porteuse de la dévorante Caraïba, qui apprit à dominer la descendance de Valak. Puis Rwanda, qui éduqua Gallo à l'art de la survie. Celui-ci, décidé, se fit avaler par Bissa et put le convaincre de retourner sous terre. Turkmen, qui poussa son fils Jing à stopper Ojibwe. Et Arabez, qui donna vie à Kissi, le malin saboteur, qui mit le feu à la pousse dravidienne. Yarna se consuma tout entière, et Sowilo en prit peur, puis s'enfuit à jamais. Quand le brasier fut éteint, il ne restait que quelques cités peureuses parsemées dans les méandres des natures morbides. C'est au sein des déserts glacés et magnétiques que la survie fut la plus prompte. Y vivait, entre autres Nyctalopes, un petit village de pêcheurs reconstitué par la chaleur de Kurde, la prudence de Leuton, l'ambivalence de Lozi, la fougue de Mandja, le savoir de Naxi, la fragilité de Nuba et la sympathie d'Oïra. Tous étaient dotés d'un œil clos et d'un autre brillant dans le noir, passant du bleu au blanc par des phases de croissance et de décroissance. Les temps passèrent et l'évolution transforma les générations futures en cyclopes lunaires, appréhendant le monde à travers le toucher et la palpation. Les enfants de l'âge Pomac apprirent à affiner leur interaction et à faire confiance en leur instinct. Les sentinelles suivirent, et ils prirent en vénération les étoiles qui seules rayonnaient d'une puissance subtile. Les Tatars, plus pragmatiques, les étudièrent comme on interprète les lignes de la main. Ils atteignirent un savoir commun à la transmission difficile. La génération Yugur voyait leur corps devenir beaucoup plus pâle, presque transparent. Les Zhuang, eux, ne s'intéressaient que peu à ce phénomène de disparition matérielle et ils purent instruire à leur descendance de l'âge Adja
la puissance des échanges subtils. Ce n'est qu'à l'époque dite armène que les populations purent se détacher totalement de leur coquille corporelle. Le rêve noosphérique commença, et on sentit le rayonnement intense des conglomérations d'âmes s'accentuer d'instant en instant. Assiniboine était-elle fondue en Bonan? Chickasaw avait-il pris de Dagara pour en donner à Dor? Ou bien l'inverse? Nul ne saurait tracer de frontières dans cet amas ascendantal. Et Eda fut remodelée par l'égrégore de ces chants muets. De là s'embrasa l'histoire, des tentateurs d'Endi et Gun jusqu'au lac céleste du temple Aoussa, où tout repose et se décante sous le regard protecteur de Yatmoul. Du retour sowillaire d'un temps loué aux visions cycliques des naissances et des morts. De par la falaise Kui, où chaque regard s'envole, au colosse de Nambikwara donnant des questions pour réponse. Des êtres sensationnels de Lahu, au plongeon étincelant de la pierre de Sardes. Des songes de Slovène, aux pensées de Wogo. Tout se meurt et se mélange. Tout vit et s'illumine. Pour toujours et dès maintenant. Généalo-mythologie du ciel ou syntaxe illusoire. C'est dans le bruit d'un éclair, dans un cri de révolte, que naquit le peuple du ciel. De la foudre visqueuse et immanente apparut le minerai primordial. Ce diamant dodécaèdre constella l'univers. De ses 12 faces émana 12 lasers glacés, donnant matière à l'énergie primaire. La première onde se métamorphosa en Ewes, rat en gestation des cycles naturels. De la seconde apparut Gascon, buffle maîtrisant le temps et ses aspérités. Du troisième rayon vint Imazig, le tigre qui éveilla la force et la violence. Du quatrième Kayapo, le lièvre sowillaire adorateur du succès. Du cinquième Luo Momba, le dragon à la sagesse inégalable. Puis suivit Nué, le serpent protecteur duquel s'invita la justice et l'autorité, et Kéro, le cheval cheminant aux passions de l'inconnu. Le huitième éclat fit naître Salar, la chèvre reine des mutations. Siou, le singe créatif et obstiné, apparut du neuvième, et le 10e sculpta Tadjik, le coq protecteur et messager. Des 2 dernières facettes se formèrent Yi, le chien aimant et généreux, et Indi, le sanglier au cuir régénérateur. Le silence étouffant du néant obligea les 12 créatures à devenir créateurs. Le chicotement d'Ewes donna vie à Chang. Le beuglement de Gascon s'immortalisa en Cham. Le feulement d'Imazig façonna Chitimacha. Le couinement de Kayapos fit apparaître Estonie. Le chant de Luomomba façonna Jarai. Le sifflement de Nué inspira Fanse. Le hennissement de Kéros et la Mohawk. Le bêlement de Salar amena Nikkei. Le cri de Siou produisit Pachun. L'aboiement de Yi fit éclore Yuki. Et le grommellement d'Indi mit au monde Alabam. Ces 12 êtres sonores s'harmonisèrent alors pour former Azande et Bamileke, les vents réciproquement chauds et froids du cosmos en expansion. Azende engendra Bestileo, le père des matières solides, et Bamileke créa Bourriat, la mère des matières liquides. De l'union de Betsileo et de Bourriat apparut, entre autres mondes, Yarna, l'Eldorado de nos semblables. Sur cette terre, Bamileke et Azande s'installèrent et, soufflant,
le premier fit naître Utsul, gardien du bois, et le second Khmer, gardien du feu. De la rencontre de Bamileke et Betsileo apparut Koryak, qui sacrifia ses mains pour faire naître les roches et les métaux. De celles d'Adzende et de Bouriat s'envola Lisu à la force indomptable. Sa puissance cyclonique fit fuir tous ses frères et aïeux, et il resta seul à dominer cette vierge terre. Petit à petit, Lisu apprit à maîtriser sa force. Les tourbillons de son être s'apaisèrent pour laisser place à des silences étouffés. Lorsque le calme tomba, tout avait bien changé, et les éléments, embrouillés les uns aux autres, avaient formé un amas respirant où s'harmonisaient terre, mer, vent chaud et froid, neige et lave. Lisu prit ce tout en amour et se donna mission de le choyer et l'embellir. Attirés par les beautés de Yarna, Koryak, Khmer et Utsul rejoignirent Lisu, et ensemble ils installèrent leur palais divin dans le plus profond des abysses de cet objet céleste. De là, ce quatuor dirige encore les instincts du monde et toutes les destinées en découlant. Voilà où nous en sommes, voilà ce qui est. Évolution ou création, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, rien n'est inconnu de ces élémentaires. Et leur union, floue et indescriptible, ne laisse pas de place à un premier ou un dernier, et tout est dû à l'harmonie du hasard. C'est donc en ces termes qu'apparut la vie, et les pensées, musique des matières. Ces champs énergétiques se propagèrent dans l'univers et attirèrent nombre d'esprits dispersés, désirant faire l'expérience du destin. Ces âmes prirent possession de ce phare sonore et s'imbibèrent de matière pour donner à Yarna des variétés d'espèces, en quantité suffisante pour assouvir les besoins de la diversité. Parmi tous ces animaux à l'égalité immanente, une seule reçut le destin d'inventer la parole. Au milieu de tous les chants harmonieux du monde, une dissonance était créée. Mandan fut la première langue de ce peuple de marcheurs. Des mots connus de tous commençaient à frissonner et prendre vie. Idatsa, l'oculomancien, parla de la force du regard et de son pouvoir créateur. Arika, l'astromancienne, décrypta le schéma des étoiles à travers le prisme de ses yeux. Persée, le catoptromancien, étudia les reflets des astres et de Yarna. De là, Parsi, l'apantomancienne, prit connaissance de son être et de ses nombreuses rencontres, fortuites ou ordonnées. Patawet, le zoomancien, s'attarda sur la beauté des animaux, et Ta, la botanomancienne, sur celle des plantes, des fleurs et de tous les êtres en racines. Fort de tous ces savoirs, Tlingit, le chiamancien, mit en résonance Yarna en inventant les ombres et en découvrant les présences ancestrales. Le temps passa et passa. Les connaissances se mélangèrent par l'alchimie des mots et chaque concept en gestation allait bientôt trouver sa résonance. C'est dans cette anarchie chronique et oscillante que Tupurise, la brécomancienne, s'amusa à donner 1000 noms à la pluie tombante. Sa sœur Ziga se proclama aéromancienne et ravagea les mots par le souffle du vent. Abénac, sage néphomancien, donna de l'importance aux nuages alors que la grande Anasaz plongeait dans la neige pour devenir niphétomancienne. Et d'une ou d'infini, de goutte ou d'étendue, l'hydromancie apparut aux yeux d'Assyria. Les exodes s'enchaînèrent dans l'obsolescence de la primitive Mandan, et Bagara n'en pouvait plus. Cette prodige du chaos voyait l'ennui poindre sa langue, et délavée de ses pulsions, elle alla prêcher d'autres dialectes. Pour ce faire, elle parla au feu et se laissa guider dans les dédales de la pyromancie. Elle fit naître la flamme dans tous les yeux éteints et trouva son destin dans le brasier des amoureux. Parmi eux, il y avait Basque et Basso, qui se laissèrent consumer par les multiples ardents. Ils devinrent tous deux, sans le savoir, les premiers et derniers, les semblables à tous. Grâce à eux, des possibles émergèrent chaque nuit,
et tous ceux qui croisaient leur chemin se métamorphosèrent en apôtres de l'onimorancie. Le temps passa, le monde changeait. Le temps stagna. Les mondes changèrent. L'éclatement onirique surpassa la matière, et il ne fut plus jamais question du réel ou de l'irréel. Culture étoilée ou illogisme amputé. Qui du rêve ou de la vie, du feu ou de l'esprit, de l'eau ou des sentiments, du destin ou des nuages, du vent ou des rides de la main, qui de ce willow ou du temps, qui pourra ravager l'autre, qui se verra embelli de l'expérience. Bété ouvrit les yeux lorsque Cri les ferma. Ce dernier arriva vite sur les plaines, océaniques et végétales, de Diankanké. Il reconnut cet endroit, bien qu'il ne l'avait vu qu'à travers les paroles d'Ijo, son compagnon de découverte dans les prémices de l'apparition des couleurs singulières. Ici, il fit venir Mabi, un cheval marin aux ailes déployables. C'est sur son dos qu'il brava le déchaînement des eaux et des vents, convenu par la main de Mapuche. Celui-ci tenait fermement la jarre de terre contenant toutes les eaux du monde. Il versa en verso et créa les malheurs attentifs et les désirs subis du poisson-lune perçant, entraînant dans sa chute les sanglots de Pumi et l'oraison de Sasak. Et Tuareg, en volage, put guider Cri par les nageoires de Mabi dans la cascade céleste. Ce versant chrysalide finit sa course déchaînée dans un abreuvoir immense, à la largeur induite par le pouce du géant Viet, éleveur de chimères. Dans son troupeau, au milieu du bétail habituel, on peut apercevoir des présences fantastiques. Entre autres indescriptibles, Acadia, la femme aimante du géant Viet, a nourri et choyé Pagongo, bouc ardent, et Baoulé, dragonne rampante. De l'union de ceux-ci émergea Katala, capricorne insatiable, ne quittant jamais l'abreuvoir céleste. Peut-être avait-il remarqué la présence de Cri dans son auge, peut-être l'aurait-il mangé, mais sans doute la carcasse lumineuse de Mabi a suffi à ses tripes, et quoi que l'on oublie, les cycles le tracassent. Et toujours, à l'avancée du temps, chacun a sa place aujourd'hui ou demain. Et Katala sait bien qu'après lui vient Grika, et qu'aucune résistance ne peut avoir sa place. Grika n'est peut-être pas le plus méritant des monstres déiques, mais il aime à répandre le liquide de peur dans le sang de ses frères, car il en a connu et emmagasiné des peurs. De sa tendre enfance bouleversée par son geôlier Azara, à sa mort empathique par le poison lent de la vieille Ezen, en passant par la compassion destructrice de son ami Kalmouk, ce Sagittaire-là a dans ses yeux l'arrogance des perdants et vole à volonté le repas de ses ombres. Et Katala s'incline, laissant Grika décocher une flèche dans le cœur de Cri. À ce choc indescriptible, Cri ouvrit les yeux, et Bété les ferma. Bété se retrouva propulsé dans la maison de Maguillard. Le corps de Cri était étendu au milieu de la bâtisse. À côté de lui, Mort pleurait, réconforté par Ngoni, la fille de Maguillard. L'hôte accueillit Bété en lui donnant matière. Ses pieds palpaient le sol, et de son avantage, il prit conscience de son rôle. Il arracha à Ngoni son collier doré, et l'imbibant des larmes de Mort, l'objet inerte prit vie sous le nom de Romanche. Ce scorpion argenté tourna autour de Cri, et tous étaient suspendus à son agitation. Puis, vivement, il piqua et planta son dard au creux de la main du patient. Ses yeux s'ouvrirent aussi secs, mais son corps ne bougeait pas. De ses pupilles projectrices s'immortalisa son double féminin, Ché. Celle-ci surprit tout le monde en écrasant Romanche de son pied gauche. Elle prit Cri sur son dos et, bêtée par la main,
et sans un au revoir, ils franchirent tous trois la porte de la demeure et chutèrent dans le vide galactique. La chute dura une seconde éternelle. Ils atterrirent au sein de Shoshone, la balance imprévisible. Et les voix de Yanomani, Atna et Saxo retentirent, chacun donnant son prix à cette enchère nourricière. Mais Shoshone ne bougea pas, et les trois compulsifs se fatiguèrent bientôt. Le silence revenu, Bongo se leva pour donner la parole à sa vierge amie, Dogon. Elle voulut prononcer ces mots, mais Shoshone ne lui en laissa pas le temps et bascula en sa faveur. De là, tout alla vite. Falasha confia à Dogon les trois éperdus, et elle prit en mission de filer le destin. La course commença. De par le palais d'Otento, elle franchit les portes une par une en plaçant Cri, encore endormi, Bété et Ché dans sa poche gauche. L'endroit leur parut confortable et apaisant. Ils ne virent rien de la chevauchée de Dogon, ni les grands escaliers immaculés de Maori, ni le seuil du haut monde gardé par Orang, ni l'arrivée aux frontières du cirque de l'eau. C'est ici que la Vierge protectrice plaça les trois destinées, et que d'un baiser simple, elle permit à Cri de reprendre ses esprits. Le trio resta hébété et impuissant, émerveillé et reconnaissant. Et sans mot dire, Dogon s'avança vers Sorab, le lion roi du cirque de l'eau. Elle se laissa avaler par l'empereur céleste. D'ici, plusieurs possibles voient le jour, et qu'importe le choix, tout sera dit et oublié. Avant eux, Sui, Tamang et Uvé avaient usé de la ruse, la force et la violence pour venir à bout de cette bête terrifiante. Mais eux, guidés par leur instinct insouciant, se laissèrent dévorer par Sorab. Les lumières et les sons se métamorphosèrent, comme émanant d'une autre réalité. Après une procession hasardeuse dans le chaos, ils se retrouvèrent face à Wa, un scarabée aussi impressionnant que l'étendue des mondes. Il les fixa, les immobilisa de ses yeux hypnotiques. Derrière lui, deux portes majestueuses apparurent. De celle de droite s'avança Algonquin, de celle de gauche, Baluba. Ces deux êtres étaient semblables en tout point, et leurs gestes étaient comme synchronisés par un esprit commun. Algonquin attrapa Bété, et Baluba saisit Cri. Tous les quatre repartirent dans les dédales du labyrinthe caverneux, laissant Ché seul face à Wa. Le regard insistant de Wa pétrifia Ché, qui sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se vit disparaître dans un abîme infini, entre du serpent Bantu. On ne revit plus Ché pendant un long moment, et le temps eut ses effets. Cri et Bété se cherchèrent du regard, comme pour immortaliser cette séparation latente au gré des cycles prédéfinis. Après un long parcours dans ces couloirs inodores, les Gémeaux déposèrent leurs protégés dans une grande salle ronde, totalement murée, avant de disparaître main dans la main dans un nuage de fumée. Ils le savaient, cette pièce était le cœur même du labyrinthe céleste, le centre du centre. Bientôt, les murs, le sol et le plafond allaient disparaître, laissant la place à une sphère d'apesanteur. Ils se mirent à graviter, s'éloignant puis s'approchant l'un de l'autre, dans le noir saisissant. Puis, ils s'éloignèrent à nouveau, comme attirés l'un et l'autre par deux forces opposées. Bété atterrit sur le dos de Kohari, le taureau ailé, qui l'emmena pour un long chemin à travers les astres. Cri observa cette séparation ultime, non sans tristesse, non sans joie. Puis il ressentit un choc. Il savait. Bété avait rouvert les yeux. Se retournant, Cri saisit par habitude ou par instinct les deux cornes du bélier kabyle qui s'élança à travers le vide. Et il vit défiler ces visages qu'il connaissait si bien. Kasonkea, la reine du temps à l'auréole divine. Kistine, la grande et puissante, au trône glacé. Loba, la guerrière ardente. Moriori, la nourricière natale. Chippewa, la belle irrésistible. Quiché, la troublante savante qui lui adressa son clin d'œil. Puis ce fut le plongeon dans les eaux chaudes et accueillantes d'Irifien qui donne la source à toutes les eaux de Yarna. Dans cette noyade agréable, les serpents se mordirent la queue. Cri ouvrit les yeux lorsque Bété les ferma.
Ce dernier arrivait vite sur les plaines océaniques et végétales connues de tous, et de leurs pupilles vivantes et voyantes, à eux deux comme aux 7 milliards semblables, les rêves s'imbriquent et se disloquent. Cieux d'apocalypse ou rouage des possibles. Parfois, une porte s'ouvre et tout un monde prend vie. L'analyse est faite et le choix est passé. C'est sur ces paroles cérébrales que Sicule traversa la porte trou noir, merveille céleste. Ce porche monumental était orné de serpents de marbre qui, d'un clignement d'œil, prirent vie et se dirigèrent vers notre héroïne tutoyable. Arapao, le premier sifflant à atteindre Sicule, la mordit à l'entrejambe. Elle resta paralysée par le poids de la douleur et sentit tout son corps vibrer à son écho. Birma, le second, rampa le long de sa jambe et s'enroula autour de sa taille. Le constricteur serra si fort qu'il se fondit vite dans la peau de Sicule. De ce contact, la douleur s'effaça pour laisser place à un tsunami d'émotions, des plus macabres aux plus magiques. Chipewi et Dolgan suivirent. Le premier creusa son antre à travers le nombril, et le second lâcha son venin au sein du cœur battant. Les émotions primordiales se recentrèrent alors sur les expériences du passé. Enfin, autour de la tête de Sicule gravitaient les 3 derniers sauriens célestes. Gurunsi se saisit de la gorge et fit cracher à son hôte tous les vocables des possibles. Ikito s'enfonça dans le front et traversa sa tête de part en part. Mohican, lui, s'installa paisiblement sur le haut du crâne et entraîna Sicule dans un sommeil vivace et millénaire. Une fois le noir atteint, des 7 dons serpentaires sortirent 7 anges énergétiques. Mossi s'envola dans le vide astral. Propulsé par la force singulière d'Arapao, il engendra Kaf, la fusionnante inépuisable. Sanish, engendré par la grandeur de Birma, matérialisa Fur, la sombre intuitive. Tuwa fit naître la douce et voluptueuse Italie, tandis qu'Apache cristallisa Kirghiz, la terreuse observatrice. Baï façonna de son cri Courteil, la combattante affirmée. Bateke, en ailé clairvoyant, établit là-haut la massive régnante. Enfin, Kado quitta le crâne de Sicule pour rejoindre ses semblables et placer dans l'espace le temps et ses dialectes. C'est ainsi que se forgea l'annulaire Lituanie, qui entoure, couronne et guide ce système archaïque. Le temps passa et passa. Grâce à l'alchimie de ce joyau galactique, 2 êtres virent le jour dans la chevelure de Kirghiz, Malgache et Noruan. Malgache abreuva Yarna de ses eaux douces et déchaînées, tandis que Noruan soufflait sur les paysages et ses aspérités. De leur bouillonnement saisonnier éclata l'arc des couleurs qui couvait en son âme les bâtisseurs de beauté. Au bout de 12 mois de gestation onirique, l'arc des couleurs à la perfection sphérique et innommable rendit visible et palpable, un à un, ses enfants cosmiques. Nu apparut alors, dans une aura d'un blanc immaculé. Il était suivi d'Ossita, son frère pâle qui dévisagea les mondes et leur passé. Tous furent subjugués par la prestance de ces rois. Du solaire Carf à la protectrice Lituanie, du messager Fur au géant Lao, de la splendide Italie à la sanguinaire Courteil. La place était faite et les yeux rivés sur la couche des beautés. De là purent apparaître les autres bâtisseurs. Il y avait Peul, le brun semblable au terreau de Kirghiz, Serer, le rougeoyant à la chaleur des minéraux, Tchétchène, l'orange des mélanges et de la patience des arbres fécondés, Yopik, le jaune indélaissable au choix cristallisant le sable en verre. Une pause.
en absence du temps. Puis apparut Zulu qui donna joie à la verdure en expansion. Et Aïnou qui s'est pris de malgache en lui donnant destin d'embellir, de ses eaux, les lacunes de Kirghiz. Aramée se distingua de ses frères bâtisseurs en fuyant aux yeux de tous et en donnant à la beauté ses nuances de violet. Ashkénaz le suivit en irriguant, dans le dos de Cafre, son indigo sombre et sensible. Une pause, en présence du temps. On étire, par nos rencontres, les possibles du renouveau, et la roue tourne, telle une aiguille interstellaire. C'est en ce sens rotatif que Bulong, l'obscur aveugle, se tairait et patientait. Car à l'infini ou sur nos terres, le noir n'est beau que pour celui qui voit. Cet être terrifiant et aimé est le 6e, sans qui la suite ne peut avoir de destinée. Une fois la voie ouverte par ses aînés, Shawi put prendre place et donner à Kirghiz, ainsi qu'à tous ses habitants noosphériques, la vue du texturé et du charnel. Corcel, âme pensante de Kirghiz, après avoir observé cette procession constructive, contempla les mondes qui lui étaient offerts. Tout en haut, Cafre la subjuguait. Elle reçut de Courteil la force de se posséder et d'Italie le plaisir d'avancer. De cette dualité féconde, Corcel apprit de Norouane les cheminements menant à Fur. À la rencontre de ce dernier, elle fut capturée par Malgache, qui l'amena de force intuitive vers Lituanie. Émerveillée par les promesses de cette reine céleste, elle prit là-haut en témoin, et passant des anneaux à chacun de ses doigts, elle jura à Kirghiz fidélité éternelle. L'infini était en émoi, et en chaque instant des yeux s'ouvrirent et d'autres se fermèrent. Mais tous naviguaient dans les sillons des renouveaux prédominants, et s'étalaient dans leur savoir, ou s'oubliaient pour mieux y croire. De là s'envola l'histoire, des vénérables Danak et Dayak, jusqu'au lac céleste du loup Germa-Guara, où l'on repose dans les bras saisissants du rond. Des minerais précieux que l'on jette à loisir, aux épaves gluantes que l'on aime et dont on dépend. De par les étendues de Koubou, où les rêves prennent vie, à la grotte de Kwavi, où l'on écoute nos échos. Des êtres éternels de Naga, à la course chancelante de la suave Savoya. Des songes de Soninque aux pensées de Xhosa. Tout se meurt et se mélange. Tout vit et s'illumine, pour toujours et dès maintenant. Prolégomène au peuple des pensées. Esprit fluide, esprit ensablé, esprit étoilé, il vous faut maintenant redescendre sur Yarna. Il n'y a plus de Dieu, ni de mystère, autres que ceux que votre imaginaire vous offre. Redescendez-les sur terre. Yahvé, Dieu, Allah, Satan, Azès, Jéhovah, Christ, Bible, Baha'Allah, Perfection, John Wesley, Nikon, Din Hi Hilai, Consistoire, Calvin, le Pape, Krishna, Luther, Moksha, Nanak, Dévotion, Saint, Hus, Marmonade, Hanuman, Platon, Océan, Steppe, Ciel, tout, Concile, Kobodaishi, Tantra et Sutra, Susano, Roi, Rien, Mahomet, Mazdak, Mani, Ahura Mazda et son impédant Zoroastre, Jésus, Siddhartha Gautama, sobriqueté Bouddha, Confuci, la brochette, Abraham, Moïse et leur Tanakh, Tirthankara, Marduk, la mystique, Aton, Amon-Ré, Zeus et ses frères d'armes, Rishi, les splendeurs, ainsi que tous les autres dieux néoformés ou syncrétisés, sont à concevoir comme des merveilles poétiques créées
par l'esprit des peuples uniques ou collectifs, fous ou de bonne volonté, espérés ou incarnés. Et toutes ces croyances en découlant sont des idolâtries épuisables et modifiantes, nous entraînant dans l'extase noosphérique, nous empêchant de nous exprimer pleinement dans l'unique religion que l'on se doit de suivre, celle que l'on crée en soi, pour soi et pour les autres, sans ambiguïté, clergé ni douane de pensée. Il y a bien les amis, ça va, le quiétisme occidental ou oriental, et les frères Brethren. Mais, was ist ein piétiste? Un problème que de lui donner un nom. Voilà où nous en sommes. Voilà ce qui est. En remettant à leur place toutes ces divinités divertissantes, nous pourrons nous élever et nous enlever ce poids macabre de la perfection unique, du modèle de normalité, de l'admiration rabaissante, pour enfin atteindre l'extase de la différence, les joies de la logique et de la compréhension, l'immuabilité d'une démocratie réelle et sans frontières. Quittons le nid de la sécurité et de la tâche. Sentons la liberté induite par l'amour de Sowilo et d'Eda. Fuyons ce qui déjà s'enfuit. Goûtons à de vraies sensations. Il faut que vienne l'exode des pensées, la marche de ces peuples, tous à la fois, fluides, ensablés et étoilés, qui se morfondaient dans leur étrangeté et vont se dissoudre en complicité. Car le peuple à venir n'est pas un peuple unique et formaté, mais une multitude de possibles collectifs, se formant et se déformant dans le respect de chaque esprit. C'est ainsi que meurt le peuple de l'océan, le peuple des steppes et le peuple du ciel, et que naît instinctivement et lentement le peuple des pensées.